Attention, il faut toujours noter que les propos et points de vue exprimés par les invités ne nous représentent pas nécessairement. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin OVNI. Mais passons dès à présent à un sommaire détaillé de cette nouvelle édition. Au sommaire de cette édition, dans le courrier des ODH Notes, c'est Rémi Fauchereau, ufologue et président de l'association d'études des phénomènes aériens, et Bruno Botta, membre du GUI, groupe d'ufologues indépendants, qui y répondent. Dans la rubrique brouillage, c'est Rémi Fauchereau qui s'en charge. Nous passerons par la suite à l'agenda. Bruno Botta, membre du GUI, du SO, d'OVNI Paris et reporter ODH TV Île-de-France, vous partage une de ses trouvailles. Dans la deuxième partie de cette édition, c'est-à-dire Actu ODH ou Actualité OVNI dans l'histoire, c'est Éric Zurcher, ufologue, qui vous parle d'un cas. Puis nous terminerons par le dossier de cette édition, le 6e épisode de la série Culture OVNI OVI ou Ufologie populaire, qui est consacré cette fois-ci à l'ufologie dans la science-fiction. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Question de je suis, Oui. c'est quoi un troll ? Un troll, c'est des messages qui sont pas acceptables, tout simplement. Qu'il faut retirer parce que c'est pas nécessaire. Un troll, c'est un mec qui est pas intéressant. Ouais. Je vais te donner une liste d'influenceurs. Et tu devras me dire, d'après toi, c'est lequel qui a le plus influencé les témoins. Les films de science-fiction, ou les films de science-fiction où il y a de l'ufologie, ou les médias, ou les livres, ou les bandes dessinées. À l'époque où on vit, dans l'audiovisuel, dans la période de l'audiovisuel là, des années passées, il y a quelques dizaines d'années, ou même un peu encore avant, surtout on est dans l'audiovisuel, on a des ordinateurs avec les écrans, avec l'audio, etc. C'est l'audiovisuel en gros. Je croirais plus à des films de science-fiction à caractère ufologique, qui ont influencé l'ufologie comme Rencontre du troisième type. C'est incroyable ce que ça a fait ça a fait un carton. C'est cité par tous les ufologues. Un truc comme ça, c'est... Je crois que c'est des films à caractère ufologique, ou alors des documentaires. Il y a eu Hangar 1, c'est les séries Hangar 1. Il y a eu aussi Alien Theory. Ça, c'était pour... c'était pas le même genre que Hangar 1, mais ça a eu aussi influencé. Il y a moi je vois beaucoup de témoins chez qui je vais, qui me parlent d'un cas OVNI et qui me disent « Ah, t'as vu, il y a Alien Theory en ce moment à la télé, ou il y a ceci, il y a cela, Hangar 1. Oui, il y a beaucoup de séries comme ça, soit de séries, soit de films audiovisuels qui ont influencé l'ufologie. Parce que les livres, finalement, c'est fastidieux à lire un livre. C'est fastidieux. C'est plus facile, enfin moi, parce que j'ai une mémoire visuelle, moi, plus qu'une mémoire de texte. Moi, je préfère regarder un film, regarder un documentaire que lire un livre. Et je retiendrai mieux ce que j'ai vu par l'intermédiaire d'un film ou un documentaire, c'est-à-dire la mémoire visuelle et auditive, que de lire un livre. Un livre, je peux le lire et l'oublier presque complètement et être obligé de le relire une deuxième fois ou une troisième fois, etc. pour m'en souvenir. Chez moi, ça marche comme ça fonctionne comme ça. C'est pour ça que je vais te dire que c'est l'audiovisuel qui est le plus important pour moi. Je tiens à rappeler que les émissions Zone Parallèle ne traitent pas que d'ufologie,
mais aussi de phénomènes paranormaux, d'effets insolites et étranges, de conspirations et de cryptozoologie. C'est une émission québécoise qui est diffusée les samedis de midi à 14h, soit en heure française de 18h à 20h. N'oubliez pas également la petite dernière, Zone insolite, diffusée juste après de 14h à 16h au Québec, donc de 20h à 22h pour la France. Cette émission est animée par plusieurs animateurs défilant les uns après les autres au cours des mois à venir. Alors, Tous sur les soucoupes volantes de Jean Ferguson, un ufologue canadien très connu qui a fait un gros travail sur l'ufologie. Et ça, c'est un bouquin que je recommande parce qu'il est bien complet. Il évoque certains cas qui sont méconnus du public français. Et bon, c'est une pure pépite, ce bouquin. Je le conseille à tout le monde. Et tu l'as trouvé où? Ah ben, je l'ai trouvé à Rennes-le-Château, Par hasard. par hasard, dans une librairie spécialisée. Passons dès maintenant à la deuxième partie de cette édition, l'actualité OVNI dans le monde. Je tiens tout de même à rappeler et à préciser que les cas cités dans cette rubrique ne sont pas forcément des cas récents. Ce sont aussi des cas qui peuvent dater, mais qui ont été reçus dernièrement par les enquêteurs et dans les associations ufologiques en Europe ou dans le monde. Donc ce ne sont pas des cas récents, je tiens bien à le préciser, tout comme dans les éditions du JT OVNI en France. Passons donc à présent à cette actualité. Ça, c'est un cas qui s'est déroulé à Montréal, au Québec. Alors, il se trouve que la dame qui s'est réveillée au milieu de la nuit a vu ça sur l'immeuble d'en face. Elle l'a vu en contre-plongée puisqu'elle était au premier, et ça, c'était sur le toit. Et elle a vu ça, et puis à un moment, elle a vu les aides disparaître et l'objet partir. L'objet a été vu par un autre témoin ailleurs. Et le lendemain matin, il y a des ufologues, dont un bon ami à moi qui habite le Québec, Marc Leduc, qui a réussi à passer sur le toit. Et c'était pas une petite affaire, il fallait tendre une échelle, je crois, il fallait mettre une échelle et ramper sur l'échelle pour aller sur le toit. On est en janvier, tout était enneigé. Et il a trouvé un grand rond, là où il y avait l'objet. La neige était fondue. Il a trouvé des traces de pas également, de toutes petites traces de pas. Vas-y, passe. Normalement, il m'avait envoyé la photo, voilà, mais on n'y voit pas grand-chose. Donc, je l'ai souligné en noir pour qu'on voit un petit peu les traces de pas, assez bizarres d'ailleurs, dans la conformation anatomique. Voilà, ça, c'est une photo qui a été faite par Marc Leduc 2 jours après ce cas. C'est un document qui n'est pas connu non plus. Vas-y, passe. Voilà. Et le témoin s'est réveillé donc à l'heure autour de minuit, ou c'était plus tard d'ailleurs, il me semble, vers 1h ou 2 du matin. Elle s'est réveillée, mais elle était au premier étage de l'immeuble d'en face, ce qui fait qu'elle a vu en contre-plongée. D'accord ? Et comment se fait-il qu'elle se soit réveillée à ce moment-là, qu'elle ait regardé par la fenêtre et qu'elle ait vu ça, elle ait vu l'objet et les deux êtres devant qui étaient à ras de la toiture et qui regardaient. Et en plus, quand l'objet est parti, il a été vu près d'une station de métro par un témoin adjacent. Voilà toute la problématique des RR3, elle est là-dedans. Surtout que c'est à Montréal. Ouais. Il y a du monde à Montréal. Ouais. Et c'est pas le premier cas à Montréal. Il y en a eu d'autres. Je vous retrouve dans l'espace, dans mon vaisseau, pas très loin de la planète Mars, et nous allons donc nous intéresser aux films de science-fiction en rapport avec la planète Mars et donc aux Martiens. Après, il y a eu plein d'articles. Régulièrement dans la presse, tu avais des articles sur Mars. Est-ce que Mars est habité? Est-ce que Mars, est-ce qu'il y a vraiment de la végétation sur Mars? Est-ce qu'il y a des messages en provenance de Mars? Il y a eu plein de romans sur Mars. Il y a eu donc Camille Flammarion a écrit sur Mars. Enfin bon, quand même, Flammarion qui était quand même un astronome renommé.
Puis il y en a eu plein. Il y a eu plein de gens qui ont écrit sur Mars entre 1900 et 1940. Voilà. Et après, 47, tu as les ovnis, les soucoupes volantes qui arrivent. Et là, on est juste après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu Hiroshima, Nagasaki, la bombe atomique. Et la bombe atomique, elle fait peur. Elle fait peur. Et l'intérêt pour Mars, il se déplace vers... et si les Martiens venaient nous voir... parce que justement, on a fait sauter 2 bombes atomiques ou 3 bombes atomiques, parce qu'il y avait aussi Alamogordo au départ. Et est-ce qu'ils ne sont pas là en train de nous surveiller et essayer de sauver notre civilisation si on commençait à jouer les imbéciles en essayant de se faire sauter nous-mêmes? Alors aujourd'hui, tu vas nous présenter un autre film. Je vais vous parler... C'est en rapport avec l'ufologie. Oui, un film qui a été tourné en 1953, qui s'appelle Les Envahisseurs de la planète rouge. Et en fait, les Envahisseurs de la planète rouge, c'est une invasion de la planète Terre par les Martiens. Et en fait, à cette époque-là, on est en pleine guerre avec la Russie, et ils se sont inspirés en fait de ça, tout simplement. En fait, les envahisseurs, c'était les Russes. Et par la suite, il y a eu toute une grosse période de films d'invasion extraterrestre, notamment La Guerre des Mondes, le grand classique de la science-fiction, et d'autres films. Il y a eu Le jour où la Terre s'arrêta. Bon, là, c'était plus un messager qui venait sur Terre, annoncer la fin du monde. Et il y a eu beaucoup. Il y a eu Le Météore de la nuit, il y a 253 aussi. Il y a beaucoup, toute une grosse période en fait. Et donc au début, c'était les Russes qui envahissaient et ça s'est transformé en Martiens. Oui. En fait, les ennemis, c'était les Martiens après. Et pourquoi c'est passé comme ça ? Parce que fallait trouver des ennemis à l'époque et ils se sont dit tiens, on va faire une invasion extraterrestre. Et c'est pour ça que quand vous regardez le titre Les Envahisseurs de la planète rouge, c'est l'URSS en fait. Ouais, effectivement. Tout simple. Le communisme. Donc ça a été associé aux Martiens. Oui. Et il y avait beaucoup de films comme ça à cette époque-là. Et... voilà, donc c'est tout de suite, t'as les contactés, les premiers contactés comme Adamski, Menger et compagnie, qui prônent le fait que eux rencontrent des extraterrestres qui sont là pour nous protéger. Le cinéma s'en empare très vite. Le film Le jour où la Terre s'arrêta, c'est ça. C'est un émissaire des extraterrestres qui vient sur Terre avec son robot pour savoir s'il faut sauver la Terre ou la détruire. On est dans le thème, il n'y a pas de problème. Alors les Martiens de couleur verte, ça remonte à très longtemps. Déjà dans la littérature ancienne, il y avait des vieux comics américains où justement on représentait déjà les Martiens. On avait ça aussi dans les livres de science-fiction américains, des vieux magazines américains où justement il y avait des êtres en tenue, un peu futuristes, avec des antennes. Et en fait, le Martien, ça vient de là, ça vient de très très loin. Enfin, le Martien typique, tout vert avec les antennes, c'est de la pure imagination. Ça a été imaginé par l'homme. Après, par la suite, il y a eu différentes sortes de Martiens au cinéma, dans les séries télé, dans certains récits complets italiens aussi, on peut voir aussi des Martiens. En fait, ça remonte à très très longtemps. J'ai même en récit complet, il y en a qui remontent à très très loin, même dans les années 40. Il y avait déjà la représentation du Martien typique, avec la soucoupe. Ça remonte à très longtemps en fait. Celui-là, je l'ai acquis dans les années 90 sur le marché de Joigny. Il y avait une personne qui vendait des livres sur un étalage. Il y avait pas un étalage sur le marché de Joigny, à l'extérieur du marché. Et c'était des camelots, des commerçants.
Et il avait ce livre-là, et quand j'ai vu la couverture, j'ai dit, mais j'ai jamais eu un livre comme ça dans les mains, et puis je l'ai acheté. Je sais pas combien je l'ai payé, combien j'avais payé ça à l'époque, c'était en francs peut-être, ou je sais même pas si c'était en francs ou en euros, je sais plus. Voilà, j'ai pris ça, et donc j'ai considéré ça comme un ancien livre, un livre à garder. C'est une sorte de collector, et puis je l'ai mis dans ma bibliothèque, mais je l'ai jamais lu. C'est pas souvent qu'on voit des titres comme ça, apparition de martiens. C'est apparition d'ovnis d'habitude. Ouais, mais ça, c'est curieux quand même. C'est ancien, ça, c'est ancien. Il y avait encore l'idée de martiens. On parlait pas d'extraterrestres, on parlait des martiens, et on parlait pas des ovnis à cette époque-là, on parlait des soucoupes volantes. Voilà. Alors c'est vrai que le martien, il a été très présent dans les années 50. Et dans les années 50, il n'y a pas eu que les martiens. Il y a eu des films justement sur les fameux Vénusiens. Il y a quelques films dans l'histoire du cinéma qui sont consacrés justement aux Vénusiens. Et après, il y a eu des extraterrestres aussi appartenant à des planètes complètement inconnues. Mais c'est vrai que les Vénusiens reviennent souvent. Il y a eu Titan aussi, il y a eu une espèce Oui, d'animé Titan oui, tout à fait. ou un truc comme ça. Oui, tout à fait, Titan, bien sûr. Oui. Ils partaient de la Terre, par contre, c'est les Terriens qui partaient de la Terre et qui allaient se réfugier sur Titan. Oui, c'était dans les lunes importantes du système solaire, et il y a eu justement aussi des bonnes adaptations. J'ai toujours des critiques sur les films de l'ufologie. Pourquoi? Ben écoute, je suis un homme de terrain, j'ai fait beaucoup de voyages aux États-Unis, un peu partout. Fait, je connais un peu qu'est-ce qui se passe en ufologie. Fait que quand je vois un film, ça me fait rire. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Rencontre du troisième type. C'est pour ça que je l'ai su enlevé. Oui, je l'ai enlevé. Ah, la pochette est là. C'est un film que j'aime beaucoup. On a cette ambiance justement d'ufologie de bon papa. Voilà, j'aime bien dire ça comme ça. C'est le film Rencontre du troisième type. Voilà, ça reste un classique, je sais bien, mais pour moi, ça reste. On a cette bonne ambiance de début de l'ufologie. Voilà, même si, bon, pour la fin, on rentre dans des trucs. Mais pour l'atmosphère, moi, j'aime bien Rencontre du troisième type. As-tu déjà vu le film Voisin du troisième type? Oui, je l'ai vu, oui. Je l'ai même enregistré sur DVD parce que ça faisait partie, ça parlait d'extraterrestres. Et ça faisait partie de la culture, si on peut dire, qui se rapportait à ça. Donc je l'ai enregistré sur DVD. Il était passé à la télé plusieurs fois, même peut-être bien sur des chaînes différentes. Qu'en as-tu pensé? Je me rappelle plus trop de l'histoire. C'était une bande de jeunes qui avaient une boule lumineuse dans les mains. Je sais plus trop quoi, je sais plus trop ce qu'ils faisaient, etc. Ils explosaient des bottes de foin. Oui, j'ai pas gardé un grand souvenir. Oui, ça, c'est sûr, c'est amusant, quoi. C'est amusant. Mais c'est pas un film c'est de la série. C'est pas de la grande série. C'est pas... Et quelle est ta série en rapport avec l'ufologie préférée? Projet Blue Book, parce que voilà, c'est. Moi, ça montre bien des choses, en fait. Ça donne bien des réponses à beaucoup de choses. Quand on regarde bien la série, qu'on essaie de la comprendre en profondeur, ça répond à beaucoup de choses, et puis voilà, ça donne des perspectives aussi. Si je regarde un peu comme la série avec Alan Hynek, ça aussi, c'est inspiré de choses vraies. C'est là que tu te rends compte que en écoutant l'émission, c'est OK, oui, c'est scénarisé, mais c'est là que tu te rends compte de la tricherie de la part de nos militaires qui ont probablement déjà créé bien des affaires ou qui nous ont caché bien des affaires. Selon toi, le projet Blue Book, cette série-là, qu'est-ce qu'elle apporte? Ce qu'elle apporte, en fait, c'est exactement je dirais l'idée du projet que je mène actuellement. C'est ça, c'est que c'est ce côté, je dirais,
je dirais un peu sécurité, quoi. Sécurité aérienne. Ouais. C'est ce côté-là que moi qui m'intéresse beaucoup dans cette série. Parce que là, on voit vraiment les travaux d'Hynek aussi. Donc il y a ça aussi qui m'intéresse. Cette figure d'Hynek, parce qu'Hynek, je pense que voilà, on le catalogue comme le père de l'ufologie mondiale, le premier ufologue vraiment intéressant, qui a fait beaucoup de choses. Mais je pense qu'on ne s'est pas trop attardé sur lui. Et là, ça permet un peu d'avoir une nouvelle perspective de son travail, qui pour moi était vraiment bénéfique pour l'ufologie future, et qui me sert beaucoup encore aujourd'hui. Voilà. Et donc le projet Blue Book, pour moi, enfin en tout cas la série, qui est basée, bon, bien sûr, il y a un aspect hollywoodien comme dans toute série, comme dans tout film, malheureusement. Mais pour le bon côté des choses, pour les choses voilà, si on sait prendre les choses au premier degré, ben voilà, on sait on voit bien en fait la situation. Parce qu'en fait, le projet Blue Book, la série, même si ça raconte une histoire qui date des années 50, 60, par là, en fait, c'est une série qui correspond bien, je dirais, à notre époque. Oui, la série Taken, j'aimais beaucoup. Parce que bon, il y avait une parcelle de vérité là-dedans, l'histoire du MG12, qui est bon, c'est pas de père en fils comme il expliquait dans la série Taken. Il y a une certaine fiction, mais bon, ça a été bien. Ben, c'est sûr, X-Files. Mais pourquoi? Ben, il y a l'aspect de l'investigation, d'essayer de savoir. On veut toujours, deep down, là, on essaie tout de savoir. Il y en a qui savent, puis il y en a qui veulent savoir, il y en a qui cherchent des réponses. Puis c'est ça dans la beauté de cette série-là. Encore une fois, si on regarde juste l'aspect ufologique, parce que cette série-là est ouverte à du paranormal en général, mais c'est de voir encore là que il y a toujours des opposés. Il y a des gens qui veulent une certaine vérité, il y en a un qui possède une certaine vérité, puis ça remet en doute nos systèmes de croyances. Donc, puis c'était à l'époque une série qui était révolutionnaire. Je veux dire, c'était pas. Oui, c'est sûr, il y avait les envahisseurs, mais je veux dire, c'est la première fois à l'écran où on avait deux personnes, Mulder et Scully, qui avaient leur propre vie, qui avaient leur propre système de croyances, puis qui ont été confrontés malgré eux à ça, avec une panoplie de points de vue par rapport à moi j'ai vécu ça, ou non, moi je ne pense pas que c'est vrai, c'est un canular. Il y avait tout l'aspect des enquêtes aussi qui est quelque chose de passionnant. Il y avait un petit côté science-fiction aussi là-dedans. Il y avait de l'action, puis que c'était une série qui était très attrayante à ce niveau-là. Puis on parlera même pas du générique du début qui était space, qui était super, qui était comment je pourrais dire, non seulement était attrayante, était bizarre, mais on pouvait reconnaître facilement genre ce thème-là juste avec quelques notes, là, je veux dire, puis c'est devenu épique, là. Mais bon, X-Files, voilà, il y a aussi des bonnes choses à prendre dans X-Files, mais il faut avoir un sang-froid pour le regarder. Il y a une série américaine que j'aimais beaucoup plus que Taken, qui s'appelait, je n'ai pas de nom en français, mais ça s'appelait Dark Sky. Ça, c'était génial. Dark Sky, aïe, aïe, aïe. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Écoute, le début, quand ça commence, il parle de l'avion secret qui s'est écrasé en Russie. Tout ça, c'est vrai, là. Ça, c'est génial. Il y avait des vérités dans cette série-là. C'est de valeur que ça n'a pas continué, parce que je pense que c'est ça le problème. Ça a dû déranger quelque part. Hein? Il y a de nombreux films de science-fiction où le thème On nous cache tout, qui est un thème très célèbre en ufologie. On peut le voir dans les différents documentaires même. Comme l'a dit si bien Jenny dans le film Alien, le Nostromo est envoyé sur une planète où il y aurait eu un signalement de quelque chose à aller voir, une alerte, et puis il tombe sur un vaisseau avec cette espèce d'œuf, et un truc qui sort et qui fait... Dans Alien, celui qui voulait ramener ses œufs et faire perdre l'équipage, c'est le robot H.
dans la série X-Files, il y a aussi, ils nous cachent des choses, ils cachent la vérité. Surtout X-Files. Dans le film Invasion Los Angeles que je t'ai un peu abordé cet après-midi, sans les lunettes, le monde est normal. Avec les lunettes, ils voient les extraterrestres. Dans le film Le Village des Damnés, c'est pareil. En gros, les extraterrestres cachent tout dans certains films. Alors, d'ailleurs, c'était une des questions tout à l'heure que j'ai oublié de te poser des ODH Notes. Pourquoi on nous cacherait tout? Oui, pourquoi? Dans la science-fiction, c'est toujours facile de mettre ce genre d'arguments. Puis ça passe très bien, puis ça fait vendre, et puis ça intéresse, ça fait rêver, et puis il y a le côté complotiste un peu des gens qui fonctionnent à merveille. Une question de Gertrude Gert. Pourquoi on nous cacherait tout? Les gouvernements ont des secrets, pour la bonne cause certainement. Et alors maintenant, on ment aussi aux gens pour des mauvaises raisons. Parce qu'il y a des intérêts, parce qu'on triche, parce qu'on fait des... Et je vois pas pourquoi on sait bien que les gouvernements ne sont pas des saints, ils sont en compétition les uns avec les autres, ils sont en compétition entre les différents partis politiques, les classes sociales, donc évidemment qu'ils mentent. Mais tout, non, on ne nous cache pas tout, on nous cache des choses importantes, voilà. Pourquoi on cacherait tout? Pour différentes raisons. La première, c'est que les systèmes, on va peut-être définir ce que c'est qu'un système, c'est une organisation humaine en vue d'un but bien défini. Si je te parle des impôts, enfin tout le monde comprend tout de suite ce que je veux dire. Donc tu as différents systèmes qui sont impliqués dans cette histoire, à commencer par le système scientifique. Et depuis le début, le système scientifique ne veut absolument pas en entendre parler. Ça, c'est le premier point. Après, tu as le système militaro-industriel qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas inintéressé par le phénomène OVNI, mais avec l'idée à l'arrière-plan de récupérer peut-être un jour la technologie. Si tu veux, le prétexte, c'est qu'à partir du moment où l'armée est censée défendre le pays, ils doivent s'intéresser à ce qui se passe dans les airs, éventuellement sur Terre. Bon. Mais en vérité, ce qu'il y a derrière, c'est récupérer de la technologie. Et pour moi, c'est un pur fantasme. Donc le système militaire ne freine pas spécialement, mais c'est la grande muette, si tu veux. Il y a un secret défense, il n'en parle pas. Et puis après, tu as le système politico-médiatique. Pour toutes sortes de raisons, les politiques ne veulent pas en entendre parler parce que ça pourrait signifier la fin de leur carrière instantanée. Et quant au système médiatique, on sait qu'il ridiculise, il va au plus offrant et au plus facile, quoi, tout le temps. Donc, tous ces systèmes additionnés font que oui, on nous cache ou on n'aborde pas les problèmes, si tu veux, ce qui revient à peu près au même. Pourquoi on nous cacherait tout? Parce que le sujet OVNI, ça froisse ce sujet-là, hein. Ça a toujours fait paniquer les gens. Et je pense qu'il y a certaines vérités que le public n'est pas prêt encore, tout simplement. Eh bien, il peut y avoir une réponse à cette question. D'abord, on nous cache ce qu'on ne sait pas en vérité. On ne sait pas ce que représente et ce qui est exactement le phénomène OVNI. On ignore les dessous et les débuts de l'histoire parce que ce sont des choses qui viennent certainement d'ailleurs. Et moi, je pense que si on cache, ce qu'on cache, c'est la conclusion à laquelle arriverait une commission d'enquête objective qui consisterait à déterminer si les éléments en notre possession amènent à la conclusion qu'on nous rend visite. Parce que le faire connaître et le déclarer officiellement dans les médias ou au niveau des nations, ce serait admettre que quelque chose nous rend visite, mais nous sommes incapables d'en montrer la consistance, d'en montrer sur le plan objectif la réalité, et on laisserait la porte ouverte à toutes les suppositions et à tous les délires. Pourquoi on nous cacherait tout? Alors déjà, depuis quand le phénomène existe? Déjà, ça c'est la première question. Depuis quand les gouvernements sont au courant que le phénomène est réel? Ça, c'est une deuxième question aussi. Et depuis quand nos gouvernements ou nos armées différentes détiennent éventuellement des objets qu'on dit exobiologiques ou des formes humanoïdes, vivantes ou non, dans des lieux particuliers? Parce que, comme on dit dans mon métier, il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord ? Sachant tout ça, on peut se poser la question jusqu'où par rapport à ce que dit le Pentagone et ce qu'on voit un peu partout en ce moment.
les différentes images qu'on veut bien nous mettre devant les yeux, qui éventuellement sont peut-être des images trafiquées, mais ça c'est encore autre chose, c'est un avis perso. De quelle façon les gens qui détiennent cette vérité, je pense qu'il y a des gens qui doivent la détenir, vont expliquer aux citoyens lambda que nous sommes, nous-mêmes, que depuis peut-être les années 40, ou peut-être 30, ou 20, je sais pas, ou depuis peut-être même plus que ça, nos armées, peut-être nos gouvernants sont au courant de cette présence, ont des informations qui prouvent cette présence, et qu'ils ont menti depuis ce temps-là, sur l'origine. Après, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils nous auraient menti sur cette présence, je vois pas de quelle manière ils pourraient amener devant le public cette révélation complète. Sur un plan plus élevé, je dirais sur un plan à la fois philosophique, sociétal, philosophique et épistémologique, le problème, et c'est d'ailleurs pour ça que cette intelligence nous diffuse de l'information, mais d'une manière si fragmentée et si étalée sur le long terme, elle infuse à très 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 bas bruit. Il faut bien voir qu'on marche sur un paradigme qui est l'aboutissement de 500 ans de recherche et qui est vérifié. L'OVNI là-dedans intervient sur un domaine stabilisé où il sert de poil à gratter métaphysique. Si par malheur demain, et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de révélation, encore un thème sur lequel tout le monde fantasme, il n'y aura pas de révélation parce que si jamais il devait y avoir ça, ça pourrait aboutir à une catastrophe pour nous dont on n'a même pas idée. Voilà. Donc là-dessus, c'est vrai que je suis assez... c'est une position que j'ai, c'est une réflexion, c'est l'aboutissement d'une réflexion que j'ai. Il n'y aura pas de contact, il n'y aura pas directement en tout cas, tout simplement parce que ce serait beaucoup trop dangereux pour nous. Voilà. Si on se met sur le base des ovnis, des extraterrestres, à ce compte-là, on aurait plutôt tendance à tomber dans le complotisme. Dans un complotisme plutôt que dans la réalité des faits. Puis dans la réalité, peut-être qu'on s'aperçoit que c'est quand on fouille bien, quand on cherche bien, qu'il n'y a pas tant de choses qui nous sont cachées que ça, finalement. À part les secrets militaires ou des choses comme ça, ce qui relève du secret défense, etc. Pour des trucs qui sont bien terrestres, je dirais, ce qui est normal. Mais au niveau pour le reste, j'ai des doutes. C'est tout le problème que pose le rapport avec la science-fiction, qui reste très mystérieux. J'avoue que je n'ai toujours pas compris certains aspects de ce phénomène. Je pense que je ne l'ai pas construit. Il y en a des copains comme Jacques Scornaud qui, au début, pensaient que je l'avais plus construit que objectivé. C'est-à-dire que j'avais créé le rapport. Mais tout ce qu'on a trouvé depuis est tellement massif, tellement évident que non, il y a bien une conclusion première qu'on peut tirer de tout ça, disons, en allant au plus simple, c'est-à-dire sans tomber dans les complications qu'on aime bien développer aujourd'hui. L'explication la plus simple, c'est que les ovnis, tels que nous les connaissons, surtout les rencontres approchées, ont été le portrait robot que nous en avons, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on n'a toujours pas de photos d'ovnis au sol, ni d'une rencontre approchée, du moins crédible. Donc le portrait que nous en avons, c'est un portrait robot qui a été en partie construit à partir de la mythologie, de l'imagerie de la science-fiction. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis concentré sur la question des enlèvements, parce que c'est là que cette imagerie est la plus riche. On n'est plus au portrait robot des années 70, où on voyait, je ne sais pas si vous vous souvenez, et il est reproduit partout, à un moment donné, c'est qu'en fait c'est un être petit, mais pas avec des yeux avec des yeux assez grands, mais pas plus que ça, et avec un costume de cosmonaute sans casque. Ouais, mais là on n'en est plus là.
Maintenant, sont arrivées des entités avec des grands yeux noirs qui se baladent tout nus, apparemment. Hein. Il ne semble pas qu'il y ait quelque chose sur eux. Après, il y a les reptiliens et tout ça. Il y a une évolution de l'imaginaire extraterrestre qui fait que faudrait essayer de faire une étude sur justement la progression de ces archétypes extraterrestres. Bah, je pense que sur certains cas, il y a dû avoir de l'influence. Je dis pas sur tout, mais des cas qui paraissent vraiment trop proches de certains récits de science-fiction, je pense qu'il y a eu de l'imaginaire là-dessus. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Et le problème que ça pose, c'est que dans certains cas, une fois qu'on a fait tout le travail si c'était simplement un phénomène de projection, c'est-à-dire si on projetait sur un phénomène X ou sur des phénomènes quelconques cette imagerie, l'analyse devrait finir par faire tomber tous les cas. Or, il y a des cas qui résistent, des cas qui ont été vus de près, je pense y compris les cas du GEPAN. Et donc, cette coïncidence bizarre persiste même dans les cas où elle ne devrait plus être observable. Voilà. C'est ça que j'essaie de comprendre. Par exemple, la fameuse vidéo qu'on nous a montrée au moment des révélations américaines là, au mois de juin dernier, eh bien, cette fameuse vidéo, c'est finalement ce que décrit la science-fiction. Depuis très longtemps, c'est ce qu'on voit dans les fanzines américains, un objet lisse, lenticulaire, qui émet de la lumière, qui fait un comportement foudroyant, des virages erratiques, des virages angulaires, des accélérations foudroyantes, etc., etc. Donc il y a quelque chose dans cette coïncidence que je ne comprends toujours pas. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce nouveau dossier, Ufologie dans la science-fiction 4, avec les sujets autour de Mars et les Martiens, la continuité du sondage, mais également le thème « On nous cache tout dans la science-fiction et l'ufologie ». Je tiens à vous signaler que la série Culture OVNI OVI ou Ufologie populaire reprendra en mai ou juin 2022, avec de nombreux thèmes, dont la bande dessinée, les dessins animés autour de la science-fiction et l'ufologie, Carnaval et fêtes foraines, UFO Street Art, l'ufologie dans les jeux vidéo, et également ufologie dans la science-fiction 5. Dans le prochain dossier de l'édition d'avril 2022, nous allons reprendre la série Brouillage autour d'un thème assez particulier, médias, web TV et influenceurs ou influenceuses. Voilà, c'est la fin de cette édition de Matin OVNI. Je tiens à remercier toutes les personnes, tous les ufologues, veilleurs, youtubeurs et vous autres, ODF Note, d'avoir suivi cette nouvelle édition de Matin OVNI, mais également de nous avoir aidés à la réaliser. Je salue donc tout le monde. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo numérique, muni d'une bonnette à réseau de diffraction, la station météo, et à très bientôt sur les chemins et routes ufologiques en France, sur DHTV. Au revoir.